moi, forcément, dans ce contexte que tu as évoqué, je vais avoir une approche autour des médias qui est focalisée autour de la puissance. Et on va ensuite parler des nouvelles émergences, des nouveaux supports, des nouveaux contenus médiatiques, et finalement de l'émergence de plus en plus d'individus qui participent du bruit de fond médiatique. Et on aura l'occasion de revenir notamment sur les communautés. Mais fondamentalement, on se rend compte que ces dernières années, on a eu une explosion absolue du nombre de supports et du nombre d'individus médiatiques. Et qu'aujourd'hui, quand on est une chaîne ou un groupe historique comme France Télévisions, en tant que média, on doit faire face à une double concurrence. Vous l'avez vu, une première concurrence qui est une concurrence fondamentalement, et c'est notre métier B2B, avec aujourd'hui le nouveau terrain de jeu de la télé et des médias, et je vais aussi avoir une approche télé, vous m'en pardonnez. Aujourd'hui, on est dans un univers à 25 chaînes. C'est la base de l'ensemble des chaînes, et c'est un changement absolu depuis 10 ans. Et en parallèle de cette explosion de la concurrence et du nombre d'acteurs sur la TNT, on se doit d'être de plus en plus en compétition avec le monde d'Internet, l'arrivée via la télévision connectée, tout ce qui est multitasking, de nouveaux acteurs, YouTube ou encore Netflix qui pointent le bout de son nez en France. Et en même temps, dans cette explosion médiatique, où TF1 pèse toujours 25 et France 2 pèse toujours 14, ce qui est une particularité en termes de puissance de ces chaînes historiques en France par rapport aux autres pays occidentaux, on se doit aussi de se structurer par rapport à une concurrence qui est fondamentalement B2C, avec justement l'explosion des réseaux sociaux et chacun qui aujourd'hui s'autodécrète comme, en tous les cas, tentant de jouer le rôle de média, d'intermédiation, on aura l'occasion d'y revenir, ou en tous les cas de participer de ce bruit médiatique. Et moi j'aurais tendance à dire d'un point de vue puissance que dans ce contexte de multi-explosion, contrairement au Cassandre, contrairement à ce qu'on disait il y a une dizaine d'années, bien au contraire, c'est pas la fin de la télévision. Et les médias historiques ont une légitimité dans ce contexte et une crédibilité qui est encore plus grande. C'est justement celle de pouvoir fédérer un large public, c'est celle de pouvoir, dans tous les genres de programmes, continuer à raconter une histoire au public le plus large. Alors ensuite, on pourra s'interroger sur dans quel écosystème numérique on travaille pour décliner nos marques sur tous les supports et améliorer notre part de voix. Mais ce que je voulais vraiment dire d'un point de vue puissant, c'est qu'aujourd'hui, je viens d'évoquer ce contexte. Dans ce contexte-là, contrairement là aussi à ce qu'on peut lire ici ou là, le groupe France Télévisions, c'est autour de 28% de part de marché et c'est à peu près 80% des foyers français, qui nous regardent au moins une fois par semaine. Et ça, c'est une puissance de 80% qui était la même il y a 15 ans. Donc c'est là-dessus que je voulais commencer en termes de définition d'un média dans un contexte multinumérique. Merci beaucoup. Donc cette notion de puissance, est-ce qu'on ne peut pas l'attribuer aussi à un très nouveau média? Je disais qu'il allait très vite. Studio Bagel, cette notion de puissance, et plus généralement la définition d'un média aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc juste pour revenir assez rapidement, je ne sais pas si tout le monde sait un peu ce que c'est que Studio Bagel. Studio Bagel, c'est une chaîne YouTube qui s'est créée il y a un peu moins d'1 an. Donc le concept était assez simple et de fédérer en fin de compte les humoristes qui étaient déjà présents sur le digital, sur YouTube, avec une forte communauté, les fédérer entre eux, de leur donner des moyens pour se professionnaliser, leur apporter notre vision de producteur, des moyens pour qu'ensemble ils arrivent à créer vraiment un média, une espèce de sur-média, eux-mêmes étant déjà des médias avec une audience qualifiée pour certains de plusieurs centaines de milliers de personnes qui les suivent. Donc on est devenu un peu ce sur-média, cette marque ombrelle qui les a rassemblés et qui les a professionnalisés et qui les a amenés à avoir une telle critique pour devenir plus professionnels et pour se faire aussi repérer. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi ça, c'est que ça sert à rien en fait d'être un média si on n'est pas capable d'en faire quelque chose et de transformer ça en valeur, de transformer ça en notoriété, de transformer ça en projet. Au final, à quoi ça sert d'être un média? En fin de compte, c'est pour médiatiser des projets, une vision qu'on a, un propos qu'on peut avoir sur n'importe quel sujet. Et donc voilà, c'est ça. C'est en gros, notre concept, ça a été de les agglomérer pour leur donner cette taille critique pour qu'ils puissent être visibles, plus crédibles. Parce qu'après, il y a aussi cette notion-là, on pourra en revenir, mais tout le monde peut être un média, mais est-ce que tout le monde peut être un média crédible? Ça, la question est posée. Pour répondre à cette question de qu'est-ce qu'un média, pour moi, tout le monde est un média à mesure où tout le monde peut poster des contenus. Je vais dire des énormes tartes à la crème là, dans les 3 premières
minutes de ce que je veux dire, mais en gros, tout le monde peut poster des contenus, on a tous une timeline, ok, qu'on anime, voilà, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, on peut poster tout et n'importe quoi. On vient s'insérer, et c'est ça où c'est intéressant par rapport à ce que disait Antoine par rapport à l'audience des médias traditionnels. Pour moi, en fait, on vient, en tant qu'individu médiatique, se poster des contenus dans ce que les gens de Google appellent les white spaces. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le temps de consommation télé, il y a le temps de consommation radio, il y a le temps qu'on passe, voilà. Et tous ces white spaces, tous ces moments où en fin de compte on est dans le métro, on est dans la rue, on attend, on fait la queue pour aux caisses, bah voilà, ces white spaces là, ces moments de vide en fait, bah, nous, individus médiatiques, on vient les combler en balançant, je sais pas, un tweet, un lien, etc. Donc on vient combler ça, donc ça c'est intéressant parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a de la place pour tout le monde, vraiment, et qu'à un moment donné, on ne va pas se dire que ces médias-là, indépendants, vont venir prendre de la place à d'autres, c'est juste un équilibrage, peut-être un rééquilibrage à un moment donné qui va se faire. Après, la question qu'on vient de se poser, et je l'ai un peu effleuré tout à l'heure en parlant de qu'est-ce qu'on fait en fait de cette audience, parce que à quoi ça sert en fin de compte. Ce qui est en train de changer, par contre, c'est que avant on pouvait porter une voix et dire des trucs, etc. On pouvait dire effectivement tout le monde allait dire, mais maintenant on peut aussi faire de l'argent de façon indépendante en ayant une audience. Et ça, c'est un truc qui opère un changement, parce que dans la mesure où, je ne sais pas si vous savez un peu comment ça fonctionne, les vues sur YouTube, mais à un moment donné, quand vous arrivez à un certain nombre de vues, vous enclenchez une monétisation, ça s'appelle le coût pour 1000 en gros, et en gros on tourne autour en France entre 1 et 3 euros du coût pour 1000, ce qui veut dire que par exemple Norman, quand il fait une vidéo qui fait voilà, 1 million, et ben, en gros lui il va toucher entre 1000 et 3000 euros. Donc il fait des vidéos qui tournent plutôt autour de entre 2 et 5 millions. Enfin, je vais laisser faire le calcul parce que là je suis très très mauvais en maths à 9h08, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que lui aujourd'hui il va générer entre 5 et 15 000 euros, donc ça veut dire qu'il gagne vraiment de l'argent avec la voix qu'il porte, ça veut dire que derrière il est capable d'utiliser cet argent pour se professionnaliser, c'est d'ailleurs ce qu'il fait en ce moment, il a fait des auteurs qui travaillent avec lui, etc., et des moyens, donc il se transforme en fin de compte en média un peu plus crédible, un peu plus sérieux, et il professionnalise voilà, ce qu'il faisait de façon totalement je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà, je vais un petit peu introduire, en tout cas pour ma partie, ces sujets, je vais laisser la parole pour moi. Si, après la notion de puissance sur un média classique, il y a quand même, je retiens la notion de crédibilité et le fait qu'arrivé à maturité, un certain nombre de ces médias arrivent à construire des modèles économiques et donc deviennent à part entière des médias. Donc on va poursuivre justement avec toi. Mais moi, ce que je retiens, c'est que j'ai parlé au début dans une situation un peu hybride, j'aimerais que par rapport à cette définition des médias, on puisse en parler. On a une institution connue de tous, qui est le Figaro. On a des contenus, et des contenus en particulier vidéo, digitaux, qui sont implantés de manière, grâce à toi, de manière professionnelle et réfléchie. Est-ce que tu peux nous faire cette définition sur la base de ce outil? Je suis d'accord avec mes deux camarades. Tu parlais de la puissance, Antoine, mais ce qui est, je pense, le plus important, c'est la crédibilité et le sérieux. On va d'abord sur le net vers des grands médias, vers des grandes marques. Je parle du Figaro, je parle de France Télévisions par exemple sur l'info, parce qu'il y a la crédibilité qu'on est rassuré, etc. Mais on voit que des nouveaux médias, typiquement Studio Bagel, peuvent monter très vite et devenir très incontournables juste parce qu'ils sont sérieux et aussi crédibles qu'un média traditionnel. C'est vraiment ça aussi, je trouve, qu'on retrouve sur le net et qui casse un peu l'image du ce qui marche sur Internet, c'est des choses légères, tout et n'importe quoi peut fonctionner sur Internet. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, les médias qui vont vraiment émerger, qui vont vraiment s'installer, que ce soit des marques historiques ou des nouvelles marques, c'est les médias qui vont avoir cette crédibilité-là dans la recherche des formats, certes, mais aussi sur le fond. C'est ce qu'on fait donc nous également au Figaro, en essayant de moderniser une marque en allant sur un terrain digital, en allant sur la vidéo, mais en gardant toujours ce sérieux-là. Et si on prend une matière plus légère, comme le Studio Bagel, on se rend compte que c'est sérieux, dans le sens où c'est sérieux dans la fabrication et dans le contenu. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut aujourd'hui, que des marques médias vont exister sur Internet, tenir sur Internet, et surtout avoir une audience conséquente, qui reste au final le nerf de la guerre pour tenir, et puis pour économiquement être viable, parce que là aussi on va casser
un autre cliché, c'est pas facile de faire de l'argent sur Internet. Il faut atteindre des niveaux d'audience quand même très conséquents, que ce soit pour un média historique comme pour un média pour accélérer. Sur les contenus, on essaie de... C'est un mélange permanent, c'est-à-dire qu'on prend un peu de Studio Legal et un peu de France Télévisions. C'est-à-dire qu'on a une marque très sérieuse, historique, il faut toujours garder cet ADN-là du Figaro, donc c'est une marque extrêmement crédible et en même temps, pour exister sur le net, pour aller séduire un nouveau public et pour être aussi crédible aux yeux des gens du net, il faut forcément la secouer un petit peu et la rendre un petit peu plus moderne. C'est ce qu'on essaie de faire. On n'y arrive pas toujours, des fois on met peut-être le curseur un petit peu trop loin, donc on met un petit peu plus vers le sérieux. L'exemple du Figaro sur Internet, c'est certes il y a la marque Figaro, mais il y a toutes les marques du groupe Figaro. Le Figaro, c'est aussi Figaro, c'est aussi tvmac.com, Sport 24, etc. C'est aussi des marques qui sont abritées par le Figaro, mais qui nous permettent de nous amuser un petit peu plus et d'aller séduire un public plus digital en secouant un petit peu plus nos contenus, tout en gardant les lecteurs du Figaro. Et ce qu'on voit aussi, pour résumer sur une stratégie digitale d'un média classique comme le Figaro, c'est que de plus en plus, on va avoir deux stratégies très différentes entre le Figaro qu'on va vouloir vendre en kiosque et la marque digitale qu'on va faire rayonner sur Internet. Franchement, de plus en plus, il y a assez peu de choses en commun sur les éditos entre le journal papier qu'on va acheter, ce qu'on fait sur Internet, sur le Figaro.fr et après sur toutes les marques du Figaro. Alors avant, je rebondis sur ce que disait Julien. Effectivement, en complément de la puissance, il y a ce que tu disais sur la crédibilité, sur la déontologie, le décryptage, la hiérarchisation de l'information. Et c'est peut-être un paradoxe, mais dans le contexte multiconcurrentiel qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai tendance à dire que ces médias, entre guillemets, historiques, même si l'adjectif n'est pas forcément le bon, ont plus que jamais leur crédibilité dans ce contexte-là. Quand on voit qu'aujourd'hui le Figaro est le 23e site en France et que France Télévisions, le groupe, on est le 27e, on est avant les TF1, M6 ou encore Canal+, et Figaro est devant France Télévisions, ça veut bien dire que, là aussi, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, nous avons réussi à décliner dans les supports numériques la crédibilité qu'on nous porte sur le support premium. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Après, nous, la vision qu'on a à France Télévisions, c'est que dans ce contexte concurrentiel, on se doit d'autant plus d'augmenter notre valeur ajoutée de service public. Et de ce point de vue-là, ce que je disais tout à l'heure sur, et quel que soit le genre de programme, sur l'écosystème numérique, c'est typiquement ce qu'on essaie de faire. Pour moi, il y a deux angles. Et on essaie vraiment de travailler différemment, et Lorenzo est un des producteurs de France 2, il produit grand public avec Black Dynamic qui est animé chaque semaine par Agatoueri, et c'est bien la preuve qu'on a aussi dans un métier où il y a un double positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur, ce qui montre bien qu'il n'y a plus de frontières et aujourd'hui on travaille pour l'ensemble des supports. Moi je dirais qu'il y a deux choses par rapport à la social TV. La première, c'est de se dire qu'on va essayer de proposer à nos téléspectateurs de plus en plus par rapport à nos marques, programmes qui marchent, une expérience 360 de façon à ce qu'en amont, pendant et après la diffusion, on maximise là encore la part de voix de ce programme sur tous les supports pour fidéliser et pour derrière aussi créer des logiques de modèle économique avec du parrainage, avec du placement de produits, etc., etc. Quand vous voyez tout ce qui est fait depuis un an autour de Fais pas ci, fais pas ça, dont la saison 6 commence ce soir, à mourir de rire, et je vous invite à le regarder. Il y a des webisodes, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a Fabienne Lepi qui depuis un an poste sur Facebook. Il y a une communauté de fans de Fais pas ci, fais pas ça et de Fabienne Lepi qui est absolument énorme, ce qui fait que toutes les saisons, chaque saison c'est à l'automne. Donc là on a réussi à industrialiser avec le producteur, ce qui était quelque chose de compliqué en France, le fait de produire une série pour qu'elle soit diffusée une fois par an, à l'automne, et il y a donc tout un écosystème numérique autour de cette marque pour faire en sorte qu'elle cartonne. Je ne reviens pas sur ce qu'on fait autour des Jeux Olympiques, ce qu'on fait autour de la politique, des paroles et des actes. Mots croisés sur France 2 a été la première émission qui a signé un partenariat stratégique avec Facebook pendant la campagne de 2012, et ça a marché, ça contribue à mon avis à améliorer les performances de Des paroles et des actes
ou encore de mots croisés. Ça, c'est le premier élément, je dirais, c'est l'offre basique. On a des contenus et on décline autour une expérience 360. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que là, on joue notre rôle d'innovation et de service public, c'est de se dire comment je m'appuie sur les nouveaux supports et sur le numérique pour innover, pour proposer de nouvelles écritures et pas simplement dire je mets un hashtag au début de mon émission. Et ça, c'est tout ce qu'on essaie de faire en tant que service public. Vous avez dû entendre parler du documentaire Génération Quoi qui a été diffusé ces 2 dernières semaines sur France 2, un décryptage des 15-34 ans qui n'a pas fondamentalement très bien marché à l'antenne par rapport peut-être à la structure du public de France 2, sauf que depuis 2 mois, on a travaillé sur la mise en ligne d'une énorme enquête autour des 15-34 ans. Il y a eu plus de 150 000 jeunes et moins jeunes qui sont allés répondre à cette enquête. On a eu un nombre de pages vues qui est absolument impressionnant. Tout ça dans un écosystème de partenariat avec Europe 1 ou encore Le Monde, ce qui fait qu'on a vraiment créé autour d'une marque qui à la base est une marque premium et antenne France 2, tout un écosystème pour là aussi créer la part de voix, augmenter la part de voix de France 2 sur les supports numériques. Et le deuxième exemple que je voulais prendre, pardon, et ensuite je laisse la parole, quand on fait, il y a 1 an, autour de la journée de la violence faite aux femmes, un documentaire autour viol, les voix du silence. À ce moment-là, on travaille avec les équipes de Boris Razon chez nous, de France Télévisions Édition Numérique, et on se dit, à l'occasion de ce documentaire qui est très fort par rapport à la ligne éditoriale d'Infrarouge sur France 2, et c'est ça le service public, on va lancer une plateforme hyper innovante de témoignages qui s'appelle donc Viol, les voix du silence, qui a été lancée à l'occasion du documentaire de France 2 pendant 6 mois, avec malheureusement un vrai succès, une capacité pour des femmes victimes de violences de pouvoir s'exprimer soit par l'écrit, soit par le dessin, soit par une vidéo. Et cette plateforme, elle a marché, elle a vécu avec beaucoup de rappels à l'antenne pendant beaucoup d'émissions. Et quand on fait ensuite, en mars de cette année, une semaine spéciale autour de la femme, on décide de faire par exemple une émission de toute une histoire de Sophie Davant. Et c'est pour la première fois, on s'est appuyé sur les témoignages de cette plateforme pour faire venir justement des témoins dans l'émission de Sophie Davant. Et une fois cette semaine de la femme terminée, on a remis les clés de cette plateforme de témoignage à une association qui prend le lien direct avec ces femmes victimes de violences. On va réinitialiser ce type de plateforme autour d'un documentaire à venir sur l'homophobie. On va le refaire autour d'une autre fiction autour des violences faites aux femmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va plus loin que le hashtag. C'est-à-dire qu'on profite là encore des supports et des réseaux numériques pour fabriquer des objets médiatiques sui generis et qui existent en soi, mais qui sont main dans la main avec le support premium. Et force est de constater que si vous regardez les audiences de cette plateforme en les corrélant avec les rappels de cette plateforme à l'antenne, vous avez forcément des pics d'audience à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un écosystème numérique, il y a une force de frappe des médias historiques de réussir à raconter des histoires au plus grand nombre, et à partir du moment où on décline ces marques sur tous les supports, ou qu'on crée des choses spécifiques autour de ces supports, on joue notre rôle de média et notre rôle de service public. Bah, c'est bien, tu as répondu aux 4 temps de la question. Non, mais c'est un éclairage très simple. Une chose sur. On avait compris que les médias traditionnels et les chaînes de télé cherchaient à décliner leur marque et leur contenu d'une façon un peu plus innovante que juste mettre un replay, etc. Néanmoins, il y a quand même un gros point noir aujourd'hui. Je trouve que tu parlais de maintenant la présence presque systématique d'un hashtag en début d'émission, sauf que les médias traditionnels n'ont pas encore accepté les codes des réseaux sociaux, et c'est encore une énorme tarte à la crème. Il suffit de voir les tweets ou les messages qui sont affichés dans toutes les émissions et qui ne reflètent en aucun cas la conversation sociale. Je pense qu'on aura une étape aussi quand les médias traditionnels accepteront de jouer le jeu jusqu'au bout et d'être vraiment cohérent et honnête avec ce que renvoie le téléspectateur sur les réseaux sociaux, quand on prend tous les shows de divertissement de TF1 ou les émissions de France 2 et qu'on regarde vraiment la conversation sur les réseaux sociaux et ce que les médias traditionnels on utilise à l'antenne, c'est pas du tout, c'est totalement hypocrite, en tout cas pour l'instant.
Bon, et du coup, on voit bien qu'effectivement, il y a encore un problème de coexistence parfois entre les deux types de médias, si on retient cette facilité de langage qui est deux types de médias. Lorenzo, toi, tu produis concrètement des contenus, c'est un peu la même question, mais c'est ce que je posais à Antoine, là, on vient de voir un éclairage vraiment sur comment on fait intervenir, comment on met en place une stratégie avec les nouveaux contenus, comment on met en place une stratégie quand on a, comme ça, au départ, sans filtre, des gens qui peuvent produire un très grand nombre de contenus beaucoup plus facilement qu'avant. Et comment on construit un filtre? En fait, déjà, pour revenir un petit peu, si on devait faire une classification des gens qui produisent du contenu original, pas d'ailleurs, sur Internet, pour moi, il y a deux types de médias, on va dire, individuels. Il y a les créateurs, donc ceux qui font vraiment une vidéo, qui vont écrire un article comme Logographie, voilà. Et ensuite, il y a qu'on appelle les curateurs. Je fais ce pour toi, ça. Les curateurs, en fait, les curateurs, c'est des gens qui ne se contentent que, en même temps, c'est déjà pas mal, mais d'agglomérer du contenu existant sur Internet, de l'éditorialiser et typiquement de le proposer. Je sais pas, Minute Buzz, par exemple, fait ce qui s'appelle de la curation, quoi, okay. Donc, c'était juste un peu pour dire du bullshit avant de répondre sérieusement à la question. Voilà. Et bon, c'est important que vous le sachiez quand même. Hein. C'est bien, non? D'accord. C'était pour se venger de la tarte à la crème. Nous, en fait, on s'est posé plusieurs questions. On s'est dit, bon, on va débarquer avec un nouveau média. On est personne, on n'est pas connu en tant que marque média, Studio Bagel. Bien sûr, on a des atouts, parce qu'on a des piliers qui sont déjà connus. En fait, la logique qu'on a eue, c'est déjà d'événementialiser notre arrivée en disant, voilà, c'est un peu le truc ultime, c'est The Avengers du web, quoi. Donc il y a Thor, il y a Hulk, voilà, bon, bref, il y a tous les membres du Studio Bagel qui en soi ont tous une particularité. Et en gros, on a événementialisé ce lancement déjà, en inventant un petit concept qui était autour de la pendaison de crémaillère, parce que typiquement on s'est dit que voilà, Studio Bagel c'est une colloque de l'humour. Donc du coup, naturellement, quand tu emménages dans un appart, tu fais une pendaison de crémaillère. Enfin, ceux qui sont sympas. Donc voilà, donc on s'est dit on va événementialiser notre arrivée, donc ça c'était la première des stratégies, pour se dire, dès le début, on est visible. Dès le début, on crée une attente et on a un socle d'audience sans avoir même posté aucun contenu. On avait déjà 15 000 abonnés sur YouTube et à peu près 20 000 personnes qui avaient liké la page sur Facebook grâce à cette stratégie-là qu'on avait portée via une appli. En fait, sur Facebook, on avait relié, je suis désolé, qu'on avait relié à en fait le bouton abonne-toi sur YouTube. Donc en fait, en utilisant, en drainant en fin de compte les gens de Facebook à YouTube, on a réussi sur YouTube à avoir une critique. Ça c'était le premier truc. Après, je vais aller beaucoup plus vite. Les trois questions qu'on se pose nous quand on poste un contenu, c'est est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il va réussir à capter les gens dans ces fameux white spaces dont je parlais tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il est pertinent? Ça c'est vraiment le premier truc. Ensuite, on a mis en place une logique d'événementialisation, c'est-à-dire que on s'est dit, on va pas s'amuser à faire 40 fois le même concept, on va changer tout le temps de concept, on va surprendre les gens. Ils vont se prendre en gros une piqûre du bagel, ils vont pas savoir ce qu'ils vont avoir à chaque fois, ça va être un truc totalement différent. Donc ça c'était très important, c'est une manière d'événementialiser les choses. Si on fait toujours la même chose, alors c'est bien parce qu'on fidélise, mais en même temps on ne surprend pas, donc on ne crée pas une attente. Donc bref, c'est toujours une espèce de juste milieu entre fidéliser et surprendre. Et enfin le troisième truc qui est important, c'est la logique de rendez-vous. Voilà. Mine de rien, en fait, on revient à des basiques des médias traditionnels, hein, dans ce que j'évoque là. C'est juste qu'on les transpose différemment. Et cette logique de rendez-vous, nous, on l'a mis en place de manière assez simple. Hein. On s'est dit, en gros, voilà, le mercredi soir, le vendredi soir, le dimanche soir, c'est des soirs où il se passe des trucs sur Internet, où les gens, voilà, typiquement, font le bilan d'une journée off, ou alors ont un petit peu plus de temps que d'habitude. On a identifié ces moments-là. On s'est dit qu'il faut qu'on poste du contenu à ce moment-là. Donc généralement, on a toujours posté nos contenus à ces trois moments clés et on s'est vraiment rendu compte que déjà c'était suffisamment espacé entre mercredi, vendredi, dimanche pour que les vues puissent être faites sur ces vidéos. Comme ça c'est important aussi de ne pas s'auto-cannibaliser soi-même parce qu'à un moment donné les gens ils ont 12 000 contenus à voir, il ne faut pas non plus les saouler. Et en plus on s'est dit que c'était important d'avoir même sur Internet cette logique de rendez-vous et c'est payant. Et on le voit bien, en fait, plus on est régulier sur Internet, plus les audiences grimpent naturellement et les abonnés sur YouTube
grimpe naturellement, c'est vraiment magique. Je voulais juste rajouter, parce que tu disais comment on travaille, et peut-être là aussi je vais enfoncer des portes ouvertes, mais j'assume. Entre Facebook et Twitter, déjà ce qu'on peut observer, et vous le savez mieux que moi, mais c'est que Facebook, de fait, est encore beaucoup plus prescripteur que Twitter en matière de construction de la social TV. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une double approche, c'est-à-dire que autant pour être dans une logique de réactivité ou d'interactivité par rapport à une émission, il est certain que de ce point de vue-là, Twitter joue un rôle absolument fondamental, on va dire, pendant le direct. Et très souvent, et après le direct, et ce qu'on peut voir, et parce que ça, pour moi, on est dans la logique, non pas de mesure d'audience, mais d'indicateur. Hein, quand on fait une émission comme Cache Investigation sur le foot qui cartonne, qui fait 1,6 million de téléspectateurs, on a un très gros succès sur Twitter, mais on a eu 17 000 tweets et on a 15% de part de marché. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant d'un point de vue indicateur, c'est que le pendant-diff Twitter et le post-diff est sans doute à l'image du succès qu'il va y avoir ensuite en replay. Et si derrière le programme va être revu, je crois 200 000 fois après la diffusion sur les tablettes et les téléphones, c'est bien la preuve qu'on a cet indicateur. Par contre, quand vous voulez, à mes yeux, sur une marque programme, fidéliser, construire de la communauté, j'empiète peut-être sur la partie 3, très clairement, Facebook est un outil davantage pertinent de ce point de vue-là. Je ne reviens pas sur fais pas ci, fais pas ça, mais c'est grâce à l'outil Facebook que vous avez la possibilité de faire vivre cette marque tout au long de l'année. Je reviens aussi sur ce que disait Antoine sur le post-diff et le succès du replay grâce aux réseaux sociaux. Ça permet aussi parfois de sauver un programme qui ne marche pas ou qu'on avait un petit peu oublié sur le net. On peut prendre l'exemple récent qui n'était pas sur France 2, mais des déclarations d'Evra dans Téléfoot. C'est une émission qui ne fonctionne plus et qui n'avait plus forcément de rayonnement et qui a permis, grâce aux répercussions qu'il y a eu tout de suite sur la twittosphère, de refaire parler d'elle, certes, mais aussi d'être un succès sur le net avec en un week-end plus de 2 millions de vidéos vues. Au Figaro, on a exactement les mêmes constats dont parlaient Lorenzo et Antoine, c'est-à-dire qu'on est malgré tout obligé d'aller emprunter des codes aux médias traditionnels en créant des rendez-vous pour que l'internaute comprenne aussi ce qu'on est en train de faire. Il faut des rendez-vous fixes et ça prend du temps. Donc au Figaro, on a installé 3 quotidiennes, ça paraît énorme, mais c'est le seul moyen pour que notre lecteur comprenne qu'on fait aussi de la vidéo sur le Figaro et qui s'habitue à ce nouveau métier qu'on fait et qui reviennent petit à petit et qui comprennent qu'il se passe aussi des choses en vidéo chez nous. Et après, clairement, on est obligé d'avoir des marques et des visages qui rassurent l'internaute. Là, c'est même pas une question de crédibilité, c'est juste pour rassurer notre lecteur. Donc on va d'abord utiliser nos marques et nos éditorialistes. C'est ce qu'on a fait au Figaro. Donc voilà, on avait une émission politique, très clairement, on l'a reformatée et on l'a confiée à Yves Tréhard parce que voilà, les gens le voient régulièrement sur les plateaux, etc. C'est dans l'air, par exemple, sur France 5. Et ensuite, la deuxième brique, c'est d'installer de nouveaux visages, de faire émerger des gens de la rédaction plus digitale du Figaro, etc. Mais ça arrive vraiment dans un second temps. Ah oui, bien sûr, la réponse est oui. Enfin, clairement, en France, il suffit de se rendre sur un site qui s'appelle VidStatics, qui établit le classement. Je parle de YouTube parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais sur Twitter aussi, il y a des tweetos hyper connus qui ont le droit de vie et de mort sur les gens pour les hater. Et voilà. Mais sur YouTube, il y a clairement des gens qui, voilà, je parlais de Norman tout à l'heure, Koé aujourd'hui, et un média, voilà. Désolé. Non mais j'adore Koé, c'était un de mes patrons pendant 6 mois, je le kiffe, comme on dit, chez les jeunes.
Et il y a voilà, Rémi Gaillard, enfin, bref, vous connaissez quoi. Donc oui, clairement, oui. Il y a des individus médias. Il y a des individus médias qui n'arrivent pas à monétiser. C'est-à-dire que typiquement un tweetos très célèbre ne gagne pas d'argent. Ou alors c'est Nikos Aliagas et il y a des agences dont c'est le positionnement de proposer de l'argent à des célébrités sur Twitter pour qu'elles tweetent tiens, j'adore le café Lavazza, et de se tweeter en train de boire une tasse de café. Voilà, aujourd'hui, il y a des agences qui proposent ça à des célébrités, il y en a plein qui le font, donc voilà, ça s'appelle un peu, c'est du public rédactionnel en fait, voilà, c'est vieux comme le monde. Sur YouTube, clairement, il y a un écosystème, il y a une économie derrière qui permet de gagner parfois beaucoup d'argent, j'en parlais tout à l'heure, que ça soit directement par les vues, ou que ça soit, et là on touche à un sujet qui est quand même assez capital quand on parle de médias, d'individus médias, c'est les marques en fait. C'est qu'à un moment donné, pour les marques, c'est vraiment tout bénef. Parce qu'en fait, avant, ce qui se passait, c'est que, et c'est d'ailleurs toujours le cas, je lance un nouveau produit, donc je vais me payer un spot de pub ultra cher, je vais acheter du média sur des médias traditionnels, et voilà. Et donc je vais bastonner de la puissance et je vais avoir un maximum d'impression sur mon produit, et les gens vont se ruer chez Carrefour pour l'acheter. Bon, aujourd'hui, il y a des individus médias qui sont beaucoup plus séduisants, parce qu'en fin de compte, c'est des stars, sont des réalisateurs, sont des auteurs, et en même temps, sont des gens avec une audience. Donc en fin de compte, tout l'argent qu'avant je mettais dans la fabrication du spot, dans l'achat média, etc., en fin de compte, je vais pouvoir en mettre que 10%, et je vais le donner à Norman. Et au final, je m'appelle Crunch, les 2 millions d'euros que je mettais sur la campagne pour lancer ma nouvelle tablette, en fin de compte, je vais enfiler 200 000 euros à Norman. Pour lui, c'est une somme colossale, vraiment. Pour n'importe qui d'entre nous, c'est une très belle somme, sauf pour Antoine Bollet. Donc je laisse. Oui, c'est ça. Ah merde, pardon. Bonjour, Rémi Gilles. Et donc voilà, donc c'est tout bénéf pour ces marques, parce qu'elles se jettent dessus vraiment, parce que voilà, c'est tout en un en fait, c'est vraiment tout en un. C'est-à-dire que Norman va être en mesure, avec cet argent, de fabriquer un film cool, de médiatiser, parce que naturellement il va faire des vues, s'il poste ce contenu sur cette chaîne, donc je ne vais plus avoir besoin d'acheter du média, donc voilà, donc ça j'en fais l'économie, merci. Je vais avoir un contenu qui sera pile adapté à cette fameuse génération C, parce que qui est le mieux placé pour parler à cette génération qu'un mec comme Norman. Et voilà, donc typiquement c'est tout bénéfique. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de stratégie d'achat média sur YouTube. Ça fait peut-être l'objet d'un autre petit déjeuner, parce que c'est un hyper vaste sujet. Et nous, par exemple, on s'est constitué aujourd'hui en régie publicitaire pour commercialiser l'espace pub de nos chaînes en créant ce qui s'appelle un MCN, donc un réseau de chaînes, pour avoir une surface média importante et critique pour pouvoir proposer aux annonceurs dans notre écosystème premium, dans notre écosystème professionnel, d'investir et de miser sur des contenus qui sont pas des chats qui vomissent, voilà, des gens qui se cassent la gueule sur la neige. Donc voilà, je ne savais pas que j'allais dire chat qui vomit, mais ce matin. Tu as déjà dit beaucoup de choses, c'est très bien. On retient de ta prise de parole les individus médias. Oui, ils existent. On voit que certains atteignent une surface de visibilité qui est très très importante, qui peut être comparée à des médias dits plus traditionnels. Qui sont même supérieurs et qui sont même parfois. Chaîne du CAPSAT et parfois même de la TNT. Ouais, donc Lorenzo disait qu'ils sont parfois supérieurs à des chaînes existantes sur la télé. C'est un vrai fantasme des médias traditionnels de réussir à soit repérer ces gens-là, mais pour l'instant, j'ai pas d'exemple de médias traditionnels qui a vraiment réussi à en faire lequel. Oui, mais du coup, il est d'abord né chez vous, je veux dire, c'est pas un média qui a réussi à faire émerger. Ça reste un fantasme. Il y a Golden Moustache. On a dit qu'on en parlait pas. Et l'ensemble des humoristes. J'ai entièrement perdu le contrôle. Alors, l'ensemble des humoristes, donc demande qu'à en rire, Laurent Ruquier. Typiquement, ils ont été créés à la télévision et le succès, et il continue, sur YouTube, sur l'ensemble des réseaux sociaux de ces humoristes, y compris lorsqu'on faisait des primes. Non, mais en même temps, on a aussi créé des stars qui sont ensuite devenues
extrêmement importante dans l'univers numérique. Voilà, pardon. Certains me demandent pourquoi parfois il y a un seul micro. C'est pas juste. Il faut rendre à M6 qui est M6. M6 a eu le courage, et je dis ça, c'est mes concurrents, là, je suis vraiment le mec qui parle bien de ses concurrents, de créer un truc qui s'appelle Golden Moustache, voilà, qui en fait compte justement typiquement ce qu'on disait là, à savoir une chaîne qui va se dire bah, moi je vais miser sur les mecs du net en leur donnant un peu des moyens, un peu ce qu'on a fait nous en fait, mais en moins bien. Voilà, et ils ont réussi avec notamment un truc qui s'appelle Suricat chez eux, qui est un collectif formé de 3-4 garçons, enfin maintenant ils sont plus que 3 je crois. Il y en a un qui s'est perdu en route. Et voilà, à faire des vidéos qui sont arrivées vraiment à des niveaux très élevés en faisant vraiment de la qualité. Et effectivement, les gens ne savent pas forcément que c'est M6 d'ailleurs, je crois, Golden Moustache. On peut faire. Vous connaissiez Golden Moustache ou pas? Ouais, qui connaît? 3 personnes, c'est bien. Et Studio Bagel? 4 personnes, c'est bien. On fait le sondage avec France 2 personnes, c'est bien. Bon, pas de blague. Pour moi, Julien, tu as sûrement nuancé ça, mais pour moi, tu as incarné un peu justement ce début de l'individu média. Tu as eu une expérience sur Twitter d'early adopter. Tu as eu rapidement beaucoup de followers, tu en as toujours beaucoup. Tu as aussi fait l'animation du contenu web de The Voice, qui t'a sûrement donné quand même une visibilité accrue. Par rapport à ce que vient de dire Lorenzo, et avec une expérience incarnée, personnelle, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette question, l'individu qui devient lui-même média et monétisation, pas monétisation, quel avis tu as là-dessus? Ce sujet, non, je le verrais plus en termes d'influence. On sent que c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui par les médias traditionnels. J'avais pas forcément un profil que le Figaro pouvait chercher, mais je pense qu'une marque comme le Figaro a compris que si elle voulait à un moment réussir ce passage-là sur le digital, elle était bien obligée d'aller chercher des gens qui avaient déjà construit ça sur le net sans médias traditionnels. D'accord, je comprends l'idée. Si on fait le point par rapport à ce qu'a dit Lorenzo sur la construction d'un individu média et du modèle un peu économique qu'il peut construire, de l'expérience personnelle de Julien, toi Antoine, aujourd'hui, vous, de mon point de vue, mais tu nous dis ce que tu en penses, on a des stars qui existent et qui sont mises en avant comme telles. Tu parlais des paroles et des actes, on a quand même l'impression qu'on a une série de journalistes, d'éditorialistes qui sont des stars. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, quand ils peuvent exister au-delà de la chaîne, en dehors de la chaîne, autrement, est-ce que vous êtes obligé de vous adapter à ça et comment? Question compliquée, ce qui fait que je vais revenir sur juste un point. On disait tout à l'heure, le rôle des médias, effectivement, c'est de s'appuyer sur les supports numériques et de se dire, tiens là, comment je vais aller essayer de dégoter des talents. Je suis totalement d'accord et on doit bien entendu ce côté veille, le déployer sur les réseaux sociaux, et je ne reviens pas sur ce qu'on aime. En même temps, ça n'enlève pas tout ce qui fait le cœur de notre métier artistique et éditorial aussi. Au-delà des réseaux, c'est un métier de rencontre et c'est un métier qui fait qu'à un moment on a des coups de cœur et on se dit là je vais mettre de l'argent à la prod. Je vais prendre l'exemple d'un programme court qu'on a lancé, on lance la 3e saison dans quelques semaines, qui s'appelle Vestiaire, qui est un programme court hyper osé, et j'espère qu'il y aura des beaux articles dans le Figaro, on va venir en parler, je suis à ta disposition. Vestiaire, typiquement, ils ont fait un petit concours à Aubagne. Ils ont reçu quelques milliers d'euros pour faire un pilote. Et ils sont venus nous voir avec la direction des programmes de France 2. Et on a regardé, on s'est dit, mais c'est hyper osé. C'est comment un vrai programme court humoristique que je vous invite à regarder autour de la vie, de la société, mais aussi du handicap. Et ce truc-là a absolument cartonné et est devenu en soi un objet, là aussi, réseaux sociaux, etc. etc. Donc il y a un moment donné, là encore, on est dans une somme de plein de choses, et le métier de faire de la télévision et de raconter des histoires, bien entendu, il doit s'adapter, il doit observer ce qui se passe, mais on peut aussi, par une rencontre, se dire que tiens, on va donner un très beau destin à une œuvre de ce type. Alors,
ta question sur comment on accompagne nos animateurs, nos émissions, elle est compliquée. Et je t'avouerai que comme ça, là, je ne saurais pas y répondre. C'est-à-dire que... vas-y, ouais. Sur le Figaro, on a eu clairement ce débat-là, à force de voir tous nos éditorialistes qui sont avant tout journalistes au Figaro faire le tour des plateaux télé, à commencer par ceux de France Télévisions. On a aussi voulu inventer des choses chez nous en audiovisuel sur le digital pour qu'ils existent avant tout chez nous. Donc on a créé des programmes et des rendez-vous autour de nos éditorialistes en vidéo au Figaro, et ensuite on noue des partenariats avec les médias historiques, pour reprendre la formule d'Antoine tout à l'heure, pour que quand un de nos journalistes intervient dans un média historique, il soit aussi présent chez nous, sur Figaro.fr, les applis mobiles, etc. Typiquement, Alexis Brézé, le directeur de rédaction, intervient désormais sur les télé toutes les semaines pour un débat avec Louis Plenel. C'est un rendez-vous qui est désormais aussi diffusé au Figaro. Alors, on essaie maintenant aussi de récupérer chez nous le rayonnement de nos journalistes dans les médias concurrents du Figaro. C'est un exemple particulièrement intéressant parce que on a des journalistes qui sont connus, souvent connus avant même le digital. Là, on a un exemple du digital qui essaye lui aussi parfois de courir après ces journalistes qui sont déjà connus et qui donc utilisent, c'est bien normal finalement, leur notoriété, qui essayent de la rendre encore plus importante ou monétisable. Très vite, je pense qu'on est au-delà d'une simple adaptation formelle. On est vraiment dans une réflexion sur tel programme par rapport à ses valeurs, qu'est-ce qu'on pourrait créer de nouveau sur les supports numériques. Je prends un autre exemple, c'est les Petits Mœurs d'Agatha Christie, qui est une très belle marque de France 2 qui marche beaucoup. Typiquement, on est allé jusqu'à créer un jeu interactif en parallèle de la diffusion, dans une logique de multitasking pour mener soi-même l'enquête. Donc on est vraiment c'est pour ça que j'appelais ça tout à l'heure des objets télévisuels en soi, mais bien entendu se pose ensuite une question de moyens et d'utilisation d'équipe. Donc on est amené, quand on développe vraiment un objet télévisuel qui décline une marque, et donc en soi, sui generis, vous disiez tout à l'heure, forcément on le priorise, on le fait plusieurs fois dans l'année en disant tel documentaire, il mérite qu'on construise quelque chose. La plateforme Génération Poids que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de complémentaire par rapport au documentaire, et je pense pour le coup que ça correspondait aux attentes des 15-34. En gros, c'était depuis le questionnaire Balladur de 1994 qu'on n'avait pas consulté en France la jeunesse. Je pense qu'on l'a fait de manière un petit peu plus interactive et beaucoup plus performante, mais je pense que ça correspondait à l'attente. Voilà. Donc c'est au-delà de la forme, c'est vraiment quand on peut prioriser sur une marque programme qui a encore le mérite, on développe effectivement quelque chose de spécifique. Là, on est en train de préparer un très gros dispositif numérique pour une soirée spéciale avec les Inconnus qui font leur retour sur France 2 dans plusieurs semaines. 1,5 million de fans sur Facebook. Donc on travaille avec bien entendu la partie Facebook, et ça répond à ta question de tout à l'heure. Il se trouve que c'est MyScreen, que vous devez connaître, qui travaille avec les Inconnus sur leur déclinaison numérique. Typiquement, quand vous faites un Prime Les Inconnus sur France 2, vous pouvez peut-être faire la même audience, en tout cas j'espère qu'un Prime spécial Laurent Gérard ou encore Céline Dion, mais quand vous pouvez faire un partenariat, ce que nous avons fait avec MyScreen, ça nous met tout de suite 1,5 million de fans. On a également 6 millions sur l'ensemble de nos marques, qu'elles soient chaînes, programmes ou émissions ou animateurs, 6 millions de fans sur Facebook, France Télé. Non, effectivement, quand on lance une nouvelle marque programme qui pour nous a un potentiel, bien entendu, on travaille sur cette logique d'influence. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça nous amène vraiment d'un point de vue, mais c'est un cours de 12 heures que je donne au CELSA, à travailler sur ce que ça implique de l'évolution des métiers de l'organisation d'un média historique comme TF1 ou France 2 dans votre manière, par exemple, de faire de la presse, de faire des programmes dans une unité de programme ou encore de faire des relations publiques. Donc quand on lance une très belle marque l'été dernier qui s'appelle Qui sera le prochain grand pâtissier, qui est une marque qui a extrêmement bien marché sur l'ensemble du public de France 2, mais notamment sur les cibles commerciales, les ménagères, etc. Il est certain qu'au moment où on construit
la communication en amont autour de ce programme. Bien entendu, on est allé chercher ceux qui vont pouvoir nous accompagner sur une thématique comme la cuisine, comme la pâtisserie, et ce qui, à mon avis, a été un relais extrêmement important. Quand aujourd'hui, on monte un divertissement, il y a un autre divertissement qui arrive dans les prochaines semaines avec Céline Dion qui avait cartonné l'an dernier et elle a choisi de revenir chez nous et pas chez d'autres. Le fait est que là aussi, on travaille très en amont autour de RP, de jeux concours, de présence des blogueurs influents sur le plateau, sur l'enregistrement, sur comment on met des choses en ligne en amont. Donc on est dans une... Là aussi, on s'appuie sur des communautés, et c'est vrai que c'est un métier totalement nouveau pour nous, mais il y a eu depuis 3 ans à France Télévisions une véritable accélération de ce point de vue-là, avec là aussi le rôle de la régie pub, qui d'un point de vue monétisation de cette barre de voix 360 a tout son rôle à jouer. C'est une manière innovante de compenser aussi en partie la non-présence de pub après 20h sur les écrans classiques de France Télé. Nous, on est justement une fédération d'influenceurs. Donc, en soi, si tu veux, je la présente. En fait, nous, on n'a pas cherché à médiatiser notre marque auprès de l'influenceur parce qu'on était déjà des influenceurs. Donc, par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre, je parlais de l'exemple de Crunch tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de marques, que ce soit des marques grandes conso ou que ce soit des produits culturels, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le monde du cinéma. On a fait l'année dernière une opération de RP digital pour le lancement du film World War Z, je ne sais pas si on dit oui, World War Z. Le truc de zombie, quoi, avec Brad Pitt, où nous, on a envoyé 2 membres du Bagel à Londres pour suivre l'avant-première, et on a fait une vidéo avec une petite histoire, parce que nous, on raconte des histoires, et c'était pas juste un sujet. On a fait une projection où on est tous venus, on a tweeté, on a Instagrammé, bref. Enfin, ça n'a pas été payé, enfin, ça a été un échange de bons procédés, dans le sens où nous, ça nous faisait plaisir d'avoir Brad Pitt dans une vidéo, quand même, et eux, ça leur faisait plaisir d'avoir une dizaine d'influenceurs, voilà, avec pas mal d'audience, qui partageaient la bande-annonce et qui faisaient un contenu autour de ce film. Et ça, c'est un truc qu'on multiplie cette année. On va le faire avec Studio Canal, on va le faire avec Wild Bunch. On l'a fait pour notre première vidéo de rentrée avec Albert Dupontel. Typiquement, c'est pas un placement de produit, mais il s'est passé qu'on a rencontré les gens de Wild Bunch, que ça s'est bien passé, qu'ils nous ont présenté Dupontel, et que du coup, en fait, on s'est mutuellement servi l'un de l'autre pour événementialiser nous notre entrée avec un guest hyper prestigieux, et eux pour événementialiser la sortie de 9.1 qui marche très bien. Donc oui, nous aussi, je ne le mettrai pas dans la catégorie des services qu'on peut proposer, mais c'est plus, nous on l'utilise quand ça nous intéresse de faire des partenariats éditoriaux, artistiques avec des entités qui sont... Après, on peut aussi, typiquement le P qu'on a fait l'année dernière avec Orangina, il n'y a pas eu de volet RP digital, mais on aurait pu rajouter une partie événementielle, etc. On l'a pas fait, mais effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut nous proposer. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, enfin bref. Sergent, ce que tu disais tout à l'heure sur l'événementialiser aussi, ça peut retrouver. Moi, c'est très mal poli, je suis désolé, mais moi, contrairement à ces deux messieurs, j'ai une vie professionnelle. Donc, j'ai laissé mon mail et mon Twitter, donc si vous avez d'autres questions, voilà, je suis à disposition sur. Voilà, parce que. Voilà, merci. Merci Lorenzo, c'est très sympa. Merci d'être passé. Et on se serre la main, on fait tout ensuite. Pour peut-être donner une. Tu fais de la vidéo, c'est ça, de la vidéo comique, c'est ça? À bientôt, merci d'être venu. Peut-être pour répondre à ta question, quand même, une réponse d'agence. Il y a 2 choses qui me semblent clés. Première, pour rebondir sur ce qu'a dit Antoine, c'est la question, on voit bien, nous, en expérience d'agence, que les marques sont moins dans la réaction au fil de l'eau et essayent de plus anticiper ces questions. C'est drôle parce que je retrouve ça dans ta réponse sur le volet pour une chaîne. Plus dans l'anticipation, pourquoi? C'est le deuxième point, il me semble qu'il y a un phénomène fondamental qui est en train de se passer dans vos relations avec les marques, c'est qu'on voit qu'elles comprennent maintenant, et c'est d'ailleurs légitime, qu'il y a autant de métriques, de choses mesurables, avec toutes les limites qu'il y a
aux mesures sur le web 2.0. Il y a des outils de mesure, alors qu'auparavant, il se disait, il y a des outils de mesure à la télévision, la médiamétrie, j'ai une vision à la fois quantitative et qualitative, parce que j'ai un outil qui est produit, qui est un outil que je considère comme fiable, parce qu'il est connu de tous et c'est même pour tous, alors que ce que vous m'expliquez sur cette surface web me semble particulièrement éclaté, avec des outils de mesure qui ne sont pas fiables, retour, je ne prononce pas sur la véracité de ces propos, et avec des outils de mesure surtout qui ne sont pas encore éprouvés. On voit bien qu'une première phase de la maturité du web social, ou du web 2, c'est de dire, ah oui, il y a quand même des outils de mesure, finalement ces outils de mesure progressent, on pourrait citer, Julien le dirait sûrement, je parle sous mon contrôle, mais petit à petit de voir que par exemple l'interaction sur Twitter a plus de valeur que le nombre de followers de manière brute et directe, le nombre de posts en fait, le nombre de manières dont je produis du contenu, ce que disait tout à l'heure Lorenzo, un contenu fiable, un contenu crédible, et donc retweeter, mais au-delà, discuter a une valeur. Donc on progresse dans la mesure de ces outils, et donc c'est parfaitement logique sur la relation avec les marques et donc sur le métier d'agence, on est capable de proposer plus de fiabilité et des choses sur lesquelles les marques peuvent plus s'introduire en amont avec une stratégie. Et en termes là aussi de modèle économique et de rentabilisation du coût de contact sur le numérique, et effectivement on est aujourd'hui dans une amélioration des outils de mesure, mais pour une marque, il faut bien avoir en tête par exemple que le replay sur France Télévisions, c'est 60 millions de vidéos vues en septembre. C'est quelque chose d'absolument colossal. Donc la valeur d'un point de vue publicitaire de la seule pré-roll qu'on va mettre devant ce programme-là, en complément d'une présence pour un annonceur sur l'antenne premium, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et là aussi, en visibilité, se dire je choisis d'être présent sur le pré-roll de France Télévisions et ses 60 millions de vidéos vues par mois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça fait aussi partie en visibilité plus classique et de quelque chose de très important pour les annonceurs. Sur les marques aussi, on est assez peu démarché, même si on sent un petit changement qui est en train de se faire sur les marques qui viennent nous voir et qui nous demandent aussi de pouvoir produire du contenu au-delà du brand content, que ce soit vraiment des contenus fabriqués par nous avec des marques. On le fait un petit peu avec HP et LCI, où on a créé une émission pour les entrepreneurs avec eux. Mais aujourd'hui, dans les échanges qu'on peut avoir nous avec les marques, c'est justement ils ont du mal à dépasser ce cadre du simple attaque, et que nous, toutes les choses qu'on a pu évoquer avec eux, de vraiment créer des programmes, on les garde à main éditorialement parce qu'on pense que c'est pertinent et que ça répond à ce qu'attendent les internautes pour que ça fonctionne. Ça, ils n'entendent pas encore. Et une marque qui vient nous voir va vraiment nous demander en gros de faire une publicité plus qu'un vrai contenu, et donc pour l'instant on l'a refusé parce qu'on sait que ça ne marchera pas.